Amis aficionados, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Comme vous le voyez à l'écran, aujourd'hui on a décidé de sortir de notre traditionnel plateau de Télémiroir. Alors on aurait pu aller sur le Trocadéro à Paris, mais on a choisi d'aller dans des lieux beaucoup plus symboliques de la Camargue et de la Fédibio dans cette émission. On a décidé aujourd'hui d'aller à la rencontre des manades, comme on va essayer de le faire tout au long de ce mois de février et tout au long de la saison 2009 à venir. On voulait au travers de ces émissions vous permettre de revivre et de découvrir ou redécouvrir l'histoire de la Camargue, une histoire marquée de taureaux, de chevaux, de manades bien sûr, mais surtout des histoires d'hommes et des histoires de femmes. Et des histoires de femmes, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons décidé de démarrer par peut-être la plus célèbre dame de Camargue, par la manade Fanfone Guillerme. Nous allons vous parler de l'histoire de cette famille, de l'histoire de cette manade et bien sûr de la famille Espelli qui est très associée à cette manade Fanfone Guillerme. Pour nous accompagner aujourd'hui, bien sûr, Christian Espelli, le propriétaire ou pseudo-propriétaire, puisque c'est son fils Hubert aujourd'hui qui est à la tête de la manade, mais il n'est pas là, il est pris par des brillantes études sur Strasbourg. Christian sera là et pour nous accompagner, Robert Faure, écrivain et peintre aussi, qui a réédité tout dernièrement un livre en hommage à Fanfone Guillerme et qui va bien sûr nous accompagner tout au long de cette émission pour nous parler de la devise Fanfone Guillerme. Christian Espelli, bonjour, merci de nous accueillir chez vous au sein de la manade Fanfone Guillerme. On a la chance en cette fin de mois de janvier, il fait beau aujourd'hui. Merci de venir parler de la Dame de la Bouvine et si le temps s'en mêle, j'espère qu'on va passer un bon moment. Pour nous accompagner aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, Robert Faure, merci d'être là aujourd'hui. Vous le serez aussi prochainement sur l'émission que l'on fera sur la manade Blatière, puisque vous avez là aussi sorti un livre sur la dynastie des Blatières. Merci d'être là et n'hésitez pas à intervenir tout au long de cette journée. Merci de m'avoir invité. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble, surtout dans le souvenir de cette grande dame qui a marqué la Camargue et qui m'a marqué aussi très très fortement. Cette grande dame de la Camargue, Christian, qui nous a quittés il y a quasiment 20 ans, puisque c'était la fin janvier 89. Vous l'avez bien sûr beaucoup connu, puisque votre papa était Bayle, Jacques, et a accompagné Fanfone tout au long de sa vie de manadière. Oui, bien sûr. Moi, je suis né à la manade. Mon père et mon oncle, d'ailleurs, travaillaient déjà pour Mademoiselle Fanfone. Et donc, j'ai vécu toute ma jeunesse à la manade, à côté de Mademoiselle Fanfone, qui était, il faut bien le dire, autre chose qu'une pelote. Puisqu'il y avait des relations très intime et très sympathique avec ses gardiens. Robert, avant d'en venir aux relations qu'ont pu tisser la famille Espelli avec Fanfone Guillerme, peut-être revenons-en en amont. Comment une jeune fille parisienne, puisqu'elle a fait toutes ses études, sa scolarité sur Paris, s'est retrouvée à un jour, surtout à l'époque, devenir manadière en pleine Camargue alors qu'elle n'était pas de la région? Dire qu'elle n'était pas de la région, bon, c'est à moitié vrai et à moitié faux, parce que du côté de sa mère, les Larnac étaient propriétaires à Aimargues et originaires d'Uzès, donc c'est quand même la région. Et donc elle a vécu effectivement toute son enfance, une partie de son enfance du moins, à Paris. Elle fait ses études à l'école Comtal avec son frère. Et puis déjà le virus du cheval l'avait touché parce que bon, c'est comme les grandes familles à l'époque à Paris, ils allaient se promener souvent au bois de Boulogne à cheval. Que faisaient ses parents? C'était des notables parisiens? Oui, c'était une famille. Alors du côté de son grand-père, c'était des juristes, puisque Julien Larnac était avocat au barreau de Paris. Et du côté de son père, du côté du père de Fanfone, c'était des industriels. Frédéric Guillerme avait une grande industrie automobile. Et puis, bon, le sort a voulu qu'elle vienne à Aimargues, définitivement, c'est que malheureusement, l'industrie de son père a failli. Et donc c'est sa mère qui a renfloué les dettes. Et de ce moment-là, en 1904, la famille a décidé de venir habiter à Praville,
à Aimargues. Donc à l'âge de 9 ans, elle arrive définitivement quasiment à Aimargues. Comment se passe à ce moment-là sa scolarité, ses études par la suite? Et donc, ils arrivent à Aimargues et, vu le contexte, Madame Guillerme, donc Alice Guillerme, décide de continuer, de poursuivre les études à ses enfants par des institutrices privées qui viennent à Praviel pour l'enseignement. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, mais donc Fonfon, après, une fois sorti de Paris, n'a plus continué à aller dans des collèges ou dans des grandes écoles. C'est là que d'ailleurs commence ça fait du bio, puisque c'est juste en 1907 que les graves inondations du Vistre, du Vidourle, que c'est à ce moment-là que le marquis perd la moitié de sa manade pratiquement. Et par amitié, par relation amicale, Alice Guillerme lui propose de venir héberger ce qui reste de la manade dans la cour de Praviel. En septembre 1907. Et bien sûr, étant à proximité des taureaux, et en relation directe avec le grand personnage du marquis, Fonfon a commencé à s'intéresser à tout ça, puisque déjà, elle adorait les chevaux, les animaux en général. Et puis, en 1904, il faut dire une chose, c'est que il y avait une doublenque, qui a par Alice Guillerme, et cette doublenque qui avait surnommé Bichette après, du nom de son gardien. Cette doublenque avait été achetée par Madame Guillerme pour la sauver d'un abattage en corrida, enfin entre guillemets en corrida à Aimargues. Et cette doublenque est devenue le jouet des enfants Guillerme à partir de 1904. Donc à partir de Bichette et de ces taureaux et de ce fond de race du marquis de Baroncelli, tout démarre, mais tout démarre finalement à partir de quand la fondation de la manade? Alors, cet embryon de manade commence en 1907, puisque les enfants de Bichette ont été intégrés à la manade de Baroncelli, et ça a proliféré jusqu'à 1920. Fonfon se met en relation avec Jean Grand de Galargues, et ils fondent à tous les deux la manade de Grand Guillerme à partir de 1920. Alors, le premier bail gardien de la manade de Grand Guillerme sera Marius Favier. Il restera 2 ans sur l'élevage et décide de partir. Et c'est René Chabot qui lui succède jusqu'à à peu près 1950, où il prend sa retraite. Et entre-temps, donc, le 8 juillet 1938, Jacques Espelli rentre comme gardianou à la manade Grand Guillerme, et suivi de son frère en 1944. Christiane, donc en 1945, votre papa arrive à la manade. On a parlé de l'origine de la race, le marquis de Baroncelli. Comment a évolué au fur et à mesure la race? Y a-t-il eu d'autres mélanges par la suite? Des mélanges, non, des apports de sang, mais des mêmes sangs. On est resté, aujourd'hui encore, avec un lot d'origine Baroncelli et un lot d'origine Granon, et on continue dans cette voie-là. Alors il y a eu des apports, mais toujours dans ces sangs-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez toujours et de manière distincte les deux filiales dans la manade. On a 2 lots de vaches qui sont séparés. D'ailleurs, on a un lot qui est ici, les origines Baroncelli, parce qu'il y a eu un apport important de Baroncelli quand mon grand-père Yonnet, qui avait des Camargues à l'époque, a décidé d'acheter la manade de Conchita Cintron, donc des Espagnols purs. Alors, il avait des Camargues et des croisés. Donc, il a fait tuer les croisés, il a fait tuer les Camargues, mais il en avait échangé quelques-unes, celles qui étaient de bonne famille, qui étaient des Baroncelli. Il en avait échangé quelques-unes avec mon père, qui avait quelques vaches sur la manade, qui l'intéressaient moins. Donc là, il y a eu un nouvel apport de Baroncelli purs, et on continue. Ces Baroncelli sont toujours là. Ces grains en descendaient à l'époque. Et on a un lot de Baroncelli avec un étalon Baroncelli et qui sont au Kellar, et un lot plutôt Granon avec un étalon de la maison qui sont dans des garrigues à Nîmes, pardon.
La vie qu'avait vécu votre père, votre oncle aussi, aux côtés de Fanfone, pendant quasiment 50 ans. Vous étiez bien sûr l'un des principaux spectateurs de tout ça, et acteur, j'imagine, dès que vous aviez l'âge d'aller arriver le matin. Vous en gardez quel souvenir de cette vie-là? Alors, d'aller arriver le matin, non, parce que quand j'étais gamin, on n'arrivait pas. On arrivait à vivre sur le pays. Mais bon, très vite, à une dizaine d'années, j'ai commencé à monter à cheval et à suivre. Moi, le souvenir, je crois, ce qu'il faut évoquer en premier, c'est ce que représentait Mademoiselle Fonfone pour un gamin. C'était un rock. Une femme qui en imposait, qui avait de la prestance. Je l'ai jamais vue élever la voix, mais en deux phrases calmes et sympathiques, on savait tout de suite si le mécontentement couvait par là-dessous. Et pour un gamin, c'est quelque chose de marquant d'avoir une femme comme ça qui s'impose. Alors, les relations avec mon père étaient un peu compliquées, puisque c'était quand même lui qui gérait la manade, qui menait. Et Mademoiselle Fonfone faisait semblant de ne pas être là, mais elle était toujours derrière. Dans la moitié du siècle dernier, comment justement une femme, dans les années 40, 50, 60 et même avant, a-t-elle réussi à s'imposer dans un monde qui était pourtant un monde d'hommes? Oui, c'est un peu tout le mystère. Comment elle a fait? Alors, j'aurais du mal à définir parce que moi j'étais tout gamin à l'époque. Je me rends compte aujourd'hui que c'était atypique. Je crois qu'il faut revenir à ce que je disais, c'est ce côté calme. Elle menait son chemin, elle se préoccupait assez peu du candidaton et des réactions des gens, et elle continuait, et finalement les gens se lassaient d'être contre ou de critiquer un peu, et puis ils finissaient, de gré ou de force, par l'accepter, parce qu'elle ne réagissait pas. Elle continuait son bonhomme de chemin, et puis voilà. Par exemple, pourquoi Fonfone s'est imposée? Parce qu'elle vivait avec les hommes comme si elle était un homme. On oubliait qu'elle était une femme, y compris physiquement. C'était quelqu'un de très robuste. J'ai toujours entendu une anecdote racontée par mon père. Il venait de Fielouse chez elle en vélo. Bon, ça fait un sacré coup de pédale. Il faisait un Mistral terrible. Et je crois qu'ils étaient deux hommes. Je crois qu'il devait y avoir René Chabot, mon père, et Mademoiselle Fonfone. Et il trouvait que c'était pénible. Mais il ne voulait pas arrêter et céder devant Mademoiselle Fonfone, et elle ne voulait pas céder parce qu'elle suivait les hommes. Ils sont arrivés tous les trois complètement vidés, mais ils sont arrivés et Mademoiselle Fonfone a tenu sa place comme un homme. Alors Robert, l'un des mystères de Fanfone Guillerme, c'est qu'elle est décédée à plus de 90 ans, mademoiselle. Elle a donc jamais eu d'enfant, ni de descendance. Que pouvez-vous nous apprendre là-dessus sur sa vie de femme, finalement? Ce qui est intéressant à savoir, c'est que Mademoiselle Fonfone était fiancée à un nommé André Hecht, la famille était amie des Larnac, avant la guerre de 14. Elle avait 16 ans, environ, à l'âge de 16 ans, donc elle était fiancée avec cet André Hecht, qui était l'arrière-petit-fils du baron Haussmann. Donc, pour situer à peu près le niveau. Voilà. Et il était prévu qu'ils se marient. Et puis arrive la guerre de 14, donc au mois d'août, et André Hecht part dans les Dragons. Et malheureusement, quelques temps après, il est mutilé, il perd un bras, enfin il revient. Et ne voulant pas être une charge pour Fonfone, vu qu'il avait quand même été totalement secoué, il rend sa promesse, sa parole, et il dit que bon, il se mariera pas et que elle peut. Mais pour Fonfone, ça a été vraiment très très dur. Et ça a été son seul grand amour, l'amour de sa vie qui était parti comme ça. Et quand il est mort, parce qu'il a vécu quand même après, il est mort dans les années 50 à peu près, hein, dans ces années-là. Et ça a été un grand chagrin, sa nièce me le racontait, ça a été un très gros chagrin pour... dans les années 50, il transhumait la glace, parce que c'était en plein hiver et la glace était pas assez costaud. Et Fonfone est passé le cheval et elle à travers la glace. Et ils se sont retrouvés dans l'eau. Alors, bien sûr, elle est vite ressortie. Jacques et Armand étaient là, et bon, sûrement un peu affolés quand même. Et puis, quand elle a eu sorti, elle n'a pas voulu quoi que ce soit. Ils ont continué quand même à ramener les bêtes. Et quand elle est arrivée au mas, elle s'est réchauffée quand même. Et elle a même pas attrapé un rhume cette fois-là. Alors Jacques m'a dit, franchement, elle était vraiment très costaud pour en arriver là. Mais c'était Fonfone, voilà. Elle reculait devant rien.
Christian, on l'a compris, entre Fanfone et votre oncle et votre père, des liens très forts s'étaient tissés alors qu'ils étaient finalement les salariés de Fanfone sur l'élevage. Fanfone, sans descendance, a décidé de léguer à tous les deux la manade Fanfone-Guilherme. En fait, je crois qu'on peut résumer en disant que pour Mademoiselle Fanfone, comme pour mon père et mon oncle, les personnes et les liens ne comptaient pas. L'objectif, c'était le nom de la manade et que ce nom se perpétue. Et quand Mademoiselle Fanfone a commencé à se sentir trop vieille pour s'en occuper, elle a dit à Jacques et Armand, bon, je vous donne les taureaux, à la seule condition en fait que le nom de la manade reste au moins jusqu'à ma mort. Et je vois pas pourquoi on aurait changé, on continuera beaucoup plus longtemps. Alors, il y a quelques semaines de cela, Christian, nous recevions Bernard Porras sur le plateau de Télémiroir, qui, pour un gala sur Lunel, avait fait une chanson et un très joli clip sur Fanfone-Guilherme. Nous voulions aujourd'hui l'inclure dans cette émission spéciale sur la manade. Bernard Porras, donc, en musique et en images. Et on se retrouve juste après cette page de publicité.